Journée mondiale de tourisme placée sous les signes de la paix dans le monde en RDC. Un accent particulier est mis sur les vaillants militaires congolais vainqueurs des guerres historiques. Vous aurez les détails dans le journal. Et puis à l'international, la problématique de la durabilité dans la filière des bananes en Côte d'Ivoire représente un enjeu majeur, un secteur important qui fournit 3% du PIB. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Et pour débuter, plongeons dans l'ambiance festive de Kinshasa où la journée internationale du tourisme a été célébrée sur le thème emblématique Tourisme et paix, célébration des grandes victoires militaires et historiques de la RDC. Un événement marquant qui a rassemblé des figures dont le ministre provincial du tourisme, Jésus Noël Cheke, Maris Boleli et Stani Samba vous proposent ce reportage. C'était sur un ciel nuageux que le ministre provincial du tourisme de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, en présence de plusieurs autorités et les élèves, a lancé la célébration de la Journée mondiale du tourisme au niveau de la capitale, placée sur les thèmes nationaux tourisme et paix. Ainsi, cette journée a été dédiée au parcours des vaillants militaires congolais qui ont rapporté des grandes victoires de la guerre de 1914. En effet, le ministre a appelé les investisseurs à venir dans les secteurs touristiques de Kinshasa car le gouvernement Bumba a des programmes alléchants pour la promotion de ces secteurs. Une occasion précieuse pour souligner l'importance du tourisme pour notre chère ville de Kinshasa. Lancer la grande campagne d'identification pour raconter à travers les plaques mémorielles l'histoire glorieuse de grandes avenues qui symbolisent les grandes victoires et des hauts faits d'armes de notre armée de la République démocratique du Congo. Premier engagement en termes de vision que nous avions pris, il s'agit ici de la tourification du fleuve Congo. Nous envisageons de développer un tourisme fluvial avec des croisières et des activités nautiques durables afin de permettre aux touristes et aux citoyens de découvrir non seulement la beauté et la grandeur de ces cours d'eau mythiques. Nous développerons des circuits écotouristiques dans les zones protégées, ainsi que les forêts environnantes de la ville de Kinshasa, pour offrir à nos visiteurs et à nos concitoyens une expérience unique, tout en minimisant l'impact environnemental. Les participants à cette célébration se sont exprimés, rappelant l'importance de cette journée et de la paix. Nous étions là pour commémorer la journée mondiale du tourisme et la jeunesse a été impliquée, chose qui me tient vraiment à cœur parce que moi-même en tant qu'ambassadrice du tourisme et de la paix, je suis contente de voir qu'aujourd'hui nos jeunes enfants, nos jeunes élèves sont impliqués dans des causes qui vont nous aider à développer notre pays et avoir une nation très prospère. La journée mondiale du tourisme nous a fait comprendre que dans notre pays, il y a beaucoup de richesses à préserver et au-delà de tout, la paix doit régner. En organisant cette cérémonie, le ministre provincial Jésus Noël lance un message fort de la transformation de la ville de Kinshasa en un lieu de tourisme. Il a lancé par ailleurs un appel aux Congolais de cultiver la paix car le Congo est un pays merveilleux avec des potentialités énormes, a-t-il déclaré. Et au cœur de cette célébration, Didier Momengi, écrivain et ancien ministre de l'Information, a pris la parole pour souligner l'importance du tourisme dans la construction de la paix, surtout dans un contexte délicat comme celui que traverse la RDC. Je vous prie de suivre un extrait de son intervention sélectionnée pour vous encore une fois par Maris Boleli et Stani Samba. Jeunesse du Congo, très chers élèves, très chers enfants. Ces rues et avenues qui évoquent le souvenir du sang de nos aïeux versés pour la paix dans le monde, transformons-le en lieu de tourisme, de réarmement moral et d'éveil patriotique. Je parle sous le regard du ministre du Tourisme, du ministre provincial du Tourisme. À nos héros qui, pour la paix des autres, ont accepté les sacrifices de leur vie, montrons-nous dignes de leur héritage en les visitant. Vous qui habitez Dodoma, vous qui habitez Kigoma, Mayenge, Force,
Birmanie, Éthiopie, Gambela, Sayo. N'oubliez jamais que vous habitez des avenues qui portent les souvenirs des sacrifices de nos aïeux. Aujourd'hui, en ce lieu rendu mémoriel par l'effort du ministre du Tourisme de la ville de Kinshasa, et en ces jours qu'il a voulu mémorable, parce que dédié au tourisme et à la paix, faisons la prière que les sangs de nos aïeux versés pour la paix dans le monde arrosent l'arbre de la paix dans la partie est de notre pays. Et dans le même registre, le monde célèbre la Journée mondiale du tourisme ce vendredi 27 septembre 2024 sous ce thème que j'ai déjà évoqué, tourisme et paix, dans un contexte où la RDC fait face à l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Ce thème met en lumière le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix ainsi que le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement d'un tourisme durable. C'est ce qu'a déclaré le ministre national du tourisme lors de son allocution à cette occasion. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socioculturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable des peuples. Il s'agit ici de s'assurer que les avantages engendrés par le développement du tourisme puissent bénéficier à tous. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, tourisme et paix, tombe à point nommé pour notre pays, car il sera question de concilier tourisme et paix en ce moment où la nation subit une agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et autres groupes armés avides de nos richesses. Il permettra par ailleurs d'aborder le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. En mettant ainsi en lumière le pouvoir catalyseur du tourisme pour une paix durable, la célébration de la Journée mondiale du tourisme sonne comme un credo de la diversité et de l'unité dans notre pays, étant entendu que le tourisme est aujourd'hui, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics-privés. Par ailleurs, mon ministère attache une importance particulière au caractère transversal du secteur afin d'en dégager les synergies idoines avec les autres ministères en vue d'éliminer les contraintes à l'éclosion du secteur du tourisme. Mesdames et messieurs, si le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création des débouchés tout le long de la chaîne de valeur économique et sociale dans notre pays, sa transversalité et son potentiel d'employabilité sont une opportunité inouïe pour la redynamisation du secteur comme un puissant vecteur de paix. Et ensuite, à l'heure où la RDC s'engage à promouvoir le tourisme, une autre initiative d'envergure se dessine, à celle du Fonds des Nations Unies pour la population qui a rencontré la première ministre Judith Suminwa pour discuter des initiatives socio-économiques vitales. Je suis venu voir son Excellence, Madame la Première ministre, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour appuyer, accompagner le développement de la RDC. Ce faisant, on a insisté sur la question des jeunes parce que la RDC, c'est un pays qui a une population extrêmement jeune, donc une forte population, un grand pays, forte population, mais une population très jeune, pour laquelle il va falloir amener des solutions pour répondre aux besoins spécifiques de cette population jeune-là, pour qu'on puisse transformer tous les défis que nous avons aujourd'hui en opportunités pour demain. L'autre élément, c'est lié à comment on va rendre compte des progrès que le pays fait en général. Et ça, on ne peut le faire que quand on a des données fiables.
Et qui parle de données fiables, parle de recensement. Et tout le monde sait que sans le recensement, on ne peut pas cibler les interventions, on ne peut pas cibler les ressources. Donc, il va falloir qu'on règle ça pour que chaque couche de la population spécifique soit identifiée, quantifiée, et qu'on connaît les besoins, on les analyse bien, on puisse répondre à une situation de pauvreté, par exemple, dans un contexte bien déterminé, une province bien déterminée, pourrait être au même niveau, mais différent à l'apport de solutions dans une autre province du même pays. Et ça, c'est seulement si on a un recensement bien fait et on couple ce recensement avec les données d'enquête, que ce soit les données d'enquête démographique et de santé ou des données d'enquête budget-consommation, etc., qu'on peut parvenir à cartographier la pauvreté. C'est-à-dire cibler les interventions. Là, on sait que si on met cet argent-là, ça doit aller pour résoudre ce problème spécifique. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a reçu ce jeudi 26 septembre dans son cabinet de travail le collectif des députés provinciaux qui réclament 7 mois d'arriérés de salaire. Ces derniers ont promis de boycotter les plénières à la rentrée parlementaire dès ce lundi 30 septembre dans les 26 provinces de la RDC s'il n'y a pas de réponse quant à leurs attentes. Nous vous rapportons cela avec Damani Mujinga. Ils réclament 7 mois de paiement de leurs émoluments. Les députés provinciaux l'ont fait savoir au patron de la territoriale ce jeudi 26 septembre 2024 dans son cabinet de travail. S'exprimant au nom des 780 élus, Blanchard Takate Labapouma, président du collectif des députés provinciaux de la RDC, a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour leur émettre dans leurs droits avant la rentrée parlementaire prévue le lundi prochain. Jacquemain Chabani, qui a pris en considération leurs revendications, a promis de les présenter au 15e Conseil des ministres prévu le vendredi 27 septembre afin d'obtenir des réponses rapides pour non seulement désamorcer cette crise latente, mais aussi éviter cette grogne qui risque de paralyser le bon fonctionnement des institutions provinciales de tout le pays. Si le gouvernement central ne trouvait pas de réponse à leurs attentes, les députés provinciaux ont promis de boycotter la rentrée parlementaire prévue ce 30 septembre dans tous les assemblées provinciaux du pays. Parallèlement à ces préoccupations internes, la RDC fait face à un défi juridique sur la scène internationale. La première confrontation avec le Rwanda à la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est soulève des questions cruciales, notamment sur la langue des documents. D'entrée de jeu,
Le Rwanda demande suffisamment de temps pour examiner les nouveaux éléments de preuve que la RDC a déposés. L'équipe de Kigali demande également que tout soit rejeté et pour cause, une partie des documents de la partie congolaise sont en français alors que la langue officielle de la Cour est l'anglais. La RDC, qui a promis d'annexer tous les éléments en anglais, a reconnu que certaines pages de rapports de Nations Unies annexées aux déclarations sous serment n'avaient pas été traduites, expliquant que le retard dans la fourniture des documents était regrettable mais pas volontaire. L'argument principal soulevé comme objection par la partie rwandaise est que les faits d'agression dont il est question remontent à des années bien avant que la RDC n'adhère à la communauté d'Afrique de l'Est. L'équipe du Rwanda demande donc à la Cour de rejeter l'ensemble du dossier et de se déclarer incompétente. Quant à la partie congolaise, il n'est nullement question de rejeter le dossier parce que les faits incriminés se passent même actuellement. La Cour dit avoir entendu les arguments des deux parties et promet de rendre son arrêt en temps voulu. La confrontation entre la RDC et le Rwanda est une première du genre au niveau de la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est depuis que cette juridiction existe. Et dans le reste de l'actualité, le professeur Bruno Chibangu Kibaji, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, et l'ambassadeur égyptien accrédité en RDC, Essan El Mekwadi, ont échangé ce jeudi autour des questions d'investissement et du commerce en particulier, et particulièrement du rôle de l'ANAPI en tant que service attitré pour l'accompagnement des investisseurs en RDC. Les deux personnalités ont convenu sur la nécessité d'accroître la coopération économique et commerciale entre l'Égypte et la RDC en encourageant et en multipliant la présence des investisseurs égyptiens dans plusieurs domaines de la RDC. Suivez. Merci Monsieur le DG. Tout d'abord, c'était une visite de courtoisie, bien évidemment. J'ai eu le plaisir de parler, de discuter avec Monsieur le DG sur plusieurs sujets. Bien évidemment, j'ai donné une petite introduction, une idée sur où on est exactement dans les relations entre nos deux pays en général, mais on a concentré sur les sujets d'intérêt, donc l'investissement, le commerce et on a pris, donc dans le contexte de ce sujet, on a discuté des possibilités d'investissement en RDC, la présence d'investisseurs égyptiens et dans plusieurs domaines, énergie, transport, infrastructure, agriculture, pêcherie, élevage. On va travailler ensemble pour faciliter la tâche pour ces investisseurs égyptiens de venir investir en RDC le plus rapidement possible. Sur une note différente en parallèle, la 5e édition du Salon de l'étudiant se déroule à l'Institut français de Kinshasa, un événement prometteur pour valoriser l'enseignement supérieur et renforcer les liens entre la RDC et la France. Organisé par Campus France, ces salons visent à valoriser l'enseignement supérieur et universitaire congolais que français, comme l'a souligné le docteur Justine Martin. L'importance de ce salon pour la jeunesse congolaise, c'est que c'est un salon qui a lieu une fois par an, au moment où va s'ouvrir la procédure études en France. C'est-à-dire que dans quelques jours, les étudiants congolais vont pouvoir postuler, commencer à postuler pour poursuivre des études en France. Donc c'est l'occasion pour eux d'abord de rencontrer des établissements d'enseignement supérieur français, mais également congolais, parce que tous les étudiants ne vont pas commencer par une licence en France. Certains vont d'abord faire leur licence en RDC, puis ensuite continuer sur un master ou bien voilà, sur d'autres types de formations, d'ingénieurs ou de commerce par exemple. Donc c'est une occasion, une opportunité d'aller à la rencontre de ces établissements, mais aussi de se renseigner sur la procédure elle-même, comment est-ce qu'on fait, mais également de mieux comprendre comment l'enseignement supérieur français est structuré, de pouvoir se renseigner sur des filières vers lesquelles ils souhaitent s'orienter, par exemple les filières d'ingénieurs, de pouvoir rencontrer également des professionnels du secteur. Voilà, on va avoir des gens qui vont pouvoir intervenir sur les assurances, qui recrutent beaucoup aujourd'hui en RDC. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Le LMD en France et en Europe, il a été pensé pour accompagner les étudiants vers un métier, vers une insertion professionnelle. Elle a ensuite présenté les conditions requises pour s'inscrire à Campus France. Alors, pour pouvoir postuler via Campus France, qui est vraiment la plateforme à partir de laquelle on peut s'inscrire en France, le prérequis de base, c'est l'obtention préalable du diplôme d'État. Dès lors qu'on s'inscrit dans l'enseignement supérieur, il faut avoir le niveau requis pour l'inscription dans l'enseignement supérieur. Donc le diplôme d'État doit avoir été obtenu, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, si on doit conseiller les étudiants, c'est en effet avoir une idée précise de ce qu'on veut faire dans la vie. Notons que cette première journée du salon a vu la participation de l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, ainsi que de nombreux jeunes venus de 4 coins de la ville. Dans son discours, l'ambassadeur a souligné l'importance de l'enseignement supérieur français sur la scène internationale, notant que la France accueille chaque année des milliers d'étudiants africains, dont seulement 2800 viennent de la RDC. Rémi Maréchaux a également rappelé que l'éducation est un puissant levier pour le développement. Et c'est donc vous, qui par vos études, par vos efforts pour obtenir un diplôme, par l'acquisition de savoir et de compétences, serez les vrais acteurs du développement et de la transformation de la RDC. Ces salons, qui se clôturent le samedi 28 septembre, a été conçu pour orienter et donner les clés aux étudiants pour réussir leur projet d'études, que ce soit en RDC ou en France. Poursuivons ce journal, mais cette fois-ci avec la page internationale. Pour élargir notre perspective régionale, faisons un tour vers le Burkina Faso où des initiatives sont mises en place pour favoriser la promotion, la production locale de farine, illustrant ainsi une volonté de réduire la dépendance aux importations. Au Burkina Faso, les travaux de construction d'une unité de fabrication des pâtes alimentaires ont été lancés le 26 septembre à Koulpélé, dans la commune de Tossé, par Apollinaire Kielem de Tambela, Premier ministre du pays. Ce projet nécessitera un investissement global de 8,5 milliards de francs CFA, soit 14,4 millions de dollars, pour une durée du chantier estimée à 6 mois. Selon les informations relayées par l'agence d'information du Burkina, l'initiative est le fruit d'un partenariat entre la Turquie, le Qatar et les autorités locales. Il devrait en résulter une installation ayant la capacité journalière de produire 100 tonnes de pâtes alimentaires de 5 différents types. Baptisée Anadolu Industrie, cette unité devrait être suppléée par une minoterie dotée d'une capacité de 100 tonnes de farine par jour, alimentée en matières premières par des producteurs locaux exploitant 2000 hectares. Ce nouveau projet agroalimentaire s'inscrit dans un contexte où le gouvernement ambitionne depuis 2023 de relancer la production locale de blé afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. En avril dernier, les autorités ont ainsi annoncé des prévisions de récolte de 250 tonnes de blé sur une superficie de 125 hectares au terme de la campagne 2023-2024. Un tel objectif, s'il était réalisé, permettrait au pays d'enregistrer un rendement de 2 tonnes par hectare, un niveau encore faible par rapport à celui de l'Égypte, mais proche de celui de l'Éthiopie et qui serait supérieur au rendement du Nigeria, du Maroc et de l'Algérie, variant entre 1,1 et 1,6 tonnes par hectare. En attendant les résultats de la moisson, le gouvernement a suspendu les importations de farine de blé jusqu'à nouvel ordre et a fixé comme nouvel objectif l'emblavure de 1500 hectares pour porter la production de blé à 6500 tonnes d'ici à 2025. Et en Côte d'Ivoire, la filière banane fournit 3% du PIB et plus de 45 000 emplois, comme pour l'ensemble des autres producteurs africains du fruit. La question de la durabilité est un enjeu majeur pour les acteurs. Suivez. En Côte d'Ivoire, une plateforme de concertation des acteurs de la chaîne de valeur banane a été lancée le 26 septembre en marge d'une rencontre organisée à Abidjan. Pendant 3 jours, sous l'impulsion de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas, de mangue et autres fruits de Côte d'Ivoire et de l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas et de bananes, en partenariat avec l'Association des producteurs africains de bananes et d'autres fruits, ce nouveau creuset permettra de discuter des questions centrales
centrale pour la filière que sont la responsabilité partagée des acteurs dans la mise en place des conditions de travail et des rémunérations équitables, ainsi que du salaire décent qui doit permettre aux travailleurs et à leurs familles de vivre dignement, couvrant les besoins essentiels et permettant aussi une épargne. L'objectif affiché est de renforcer la coopération entre les producteurs locaux, les distributeurs européens, ainsi que diverses organisations internationales engagées sur ces problématiques dans le cadre d'un dialogue social devant aboutir à un accord de branche d'ici 2026. Alors qu'actuellement, la banane est le fruit le plus produit et exporté au monde, mais aussi le fruit le moins cher sur le marché international. Si ce facteur a contribué à faire de la banane le fruit le plus consommé au monde, le responsable indique que pour les acteurs ivoiriens et plus largement africains, la faiblesse des prix reste préjudiciable dans la mesure où la culture s'est faite essentiellement de manière écologique en dépit des défis. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de bananes et expédie 80% de sa production vers l'Europe. Et avant de prendre la revue de presse, nous avons sur ce plateau un intervenant. Il s'agit de Dieudonné Bonali, directeur de publication de Géopolis Magazine. Il est venu nous annoncer, nous donner une bonne nouvelle. Dieudonné Bonali, bonsoir. Bonsoir Fiston Leko. Vous avez la parole. Bon, je vous annonce une bonne nouvelle. J'ai avec moi les nouveaux numéros, la nouvelle parution de la revue congolaise des activités extractives, mines, hydrocarbures et bois, l'édition du mois d'août et de septembre 2024, qui comporte des informations très importantes, capitales pour la bonne marche du secteur minier, que j'invite tous les lecteurs et amoureux, tous ceux qui sont intéressés par le secteur minier, les opérateurs miniers, les décideurs, les étudiants, les chercheurs, surtout ceux qui apprennent la géologie à l'acheter. Il y a des informations très intéressantes qui vous concernent. Il y a des informations très intéressantes. Quelles sont ces informations? Qu'est-ce qui est contenu dans ce nouveau numéro du magazine Géopolis? Dans ce numéro 68, qui vient de paraître aujourd'hui même, nous avons réservé notre manchette à des grandes personnalités du secteur minier. L'un travaille dans le secteur public. Il s'agit du nouveau ministre des Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, qui a totalisé 100 jours à la tête de ces ministères depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a confié la gestion de ces ministères. Il a posé des actes que nous avons considéré que ces actes constituent des pas, des fondements. Voilà pourquoi vous avez dit premier pas des géants aux mines qui existent au Pakapomba pour redonner confiance aux parties prenantes et faire du secteur un vrai levier du développement de la RDC. Voilà, en parlant des parties prenantes, le mot est bien choisi. Il s'agit de l'État et de tous ses démembrements. Belle mayonnaise. Tous les opérateurs économiques qui ont choisi la RDC comme terre des investissements en investissant dans ce secteur porteur de croissance. Et puis vous avez les communautés riveraines, propriétaires de ces mines, là où sont extraites ces minéraux, sont aussi cités dans ces magazines. Nous avons aussi le docteur Marc Bristow qui a annoncé la reconstitution de réserves à la mine de classe mondiale Kibali Gold Mine. Beaucoup s'est demandé, ça fait plus de 10 ans que cette entreprise opère dans la province du Haut-Ouélé et les gisements étant en train de finir, on s'est demandé dans les périmètres, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, Kibali sera toujours dans la contrée? Alors, il a répondu à cette épineuse question en informant la population de la province du Haut-Ouélé, au nord du pays, que nous sommes là encore avec vous. Nous avons fait des découvertes. On a découvert des nouveaux gisements qui nous permettent de continuer, de pérenniser l'investissement pour 10 et 20 ans encore dans ces secteurs. Il n'y a pas seulement le ministre national des Mines. Justement, il y a d'autres il n'y a pas aussi importantes. Nous avons réservé une dizaine de pages
à la DRC Mining Week, entendons par là la semaine minière de la République démocratique du Congo, où nous avons pu assister à des conférences, panels riches en renseignements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, fiscalité, droits des communautés, cahier des charges. Dans ce même numéro, vous allez trouver des interviews, par exemple de Denis Kalonjigoy, directeur général de CNAI Pisold, une entreprise 100% congolaise qui se spécialise dans la construction des infrastructures, dont les barrages. Cette entreprise a construit la centrale d'Anzambi, de Kibale Gold Mine, et elle promet encore de construire d'autres infrastructures dans les pays. Voilà. Toujours dans ce même numéro, il y a un grand reportage sur Bunkeya, la capitale de la chefferie de Bayeke, qui se métamorphose au jour le jour. Nous sommes au sud-est de la République. Voilà, au sud-est de la République, plus précisément dans la province du Lualaba. Cette bourgade, cette chefferie se métamorphose chaque jour grâce à la bonne gestion de la redevance minière. Coup de chapeau au roi de Bayeke et Moena Bantou, Sa Majesté Mounongo Junior. Voilà. Voilà, Dieudonné Bonali, on a quand même eu l'idée de ce qu'il y a à l'intérieur, les contenus alléchants, mais où sont procurés? Bon, ceux qui sont intéressés à ces magazines, ceux qui veulent s'en procurer, vous pouvez passer au numéro 28 de l'avenue Isiro, dans la commune de la Gombe. Nous sommes dans les bâtiments qui avaient abrité jadis l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. C'est juste à côté des galeries présidentielles. Les prix est vraiment très très démocratique, c'est accessible à tous. Soit vous pouvez passer dans nos différents points de vente, à l'hôtel Memling, à Kin Plaza Rotana, ou encore au Pullman Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Dieudonné Bonali pour être passé sur ce plateau. Merci pour nous parler aussi de ce belle revue Géopolis Magazine. Merci aussi à vous et nous vous attendons, nos portes sont ouvertes. C'est achetable en francs congolais ou à dollars, mais nous privilégions la monnaie nationale, nous soutenons les gouvernements dans le cadre de la dédollarisation de l'économie congolaise. Merci beaucoup, le message est passé, nous allons poursuivre ce journal avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Le journal quinois, paru ce vendredi, aborde une multitude de sujets, mais commençons avec Géopolis Hebdo. Les tri-hebdomadaires attirent notre attention sur la spéculation autour du prix du ciment gris, avec le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui tape du poing sur la table. Dans un communiqué percutant, relayé par les tri-hebdomadaires, il condamne fermement cette spéculation, avertissant les acteurs économiques impliqués dans la distribution du ciment. Profitant de la perturbation de l'approvisionnement, ils appliquent des hausses exagérées qui pourraient les exposer à des sanctions. Mukoko Samba assure également que le gouvernement s'efforce de remédier à cette situation. Passons au forum de ZAS, qui s'épanche sur les bilans du gouvernement souminois, 100 jours après son investiture. Ici, de voix s'élèvent pour réclamer un réaménagement, écrit les confrères. Certains analystes font état d'une stagnation préoccupante dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'économie et les infrastructures. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, pourtant porteur d'espoir, renchérit les tabloïds, n'affiche aucune avancée concrète dans certaines provinces. Face à ces constats alarmants, il est urgent pour la chef du gouvernement de réagir afin de colmater les brèches identifiées. Selon les experts, poursuit le même journal, une gouvernance de qualité et le développement du capital humain sont des leviers essentiels pour stimuler la croissance économique. De son côté, la Référence Plus nous informe que Martin Fayulu, président de la MOUCA, est actuellement à New York à la tête d'une forte délégation pour des contacts diplomatiques. Son entourage précise que ces déplacements s'inscrivent dans une démarche de diplomatie politique. Fayulu animera
une conférence universitaire à l'université de Princeton où il évoquera la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Rappelons avec la consoeur qu'il est l'initiateur d'un dialogue controversé au sein du microcosme politique congolais. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila ne manque pas de critiquer Fayoulou, soulignant qu'il est incapable de définir clairement les cadres de ces dialogues et suggérant qu'il cherche plutôt à distraire l'opposition pour favoriser un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. En regardant vers l'avenir, la prospérité s'épanche plutôt sur l'après-Assemblée générale de l'ONU à New York. La France accueillera le 4 et 5 octobre le 19e sommet des chefs de l'État et des gouvernements des 88 membres de la francophonie. En marge de cet événement, l'Institut d'études politiques de Paris, en collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Jeune Afrique Media Group, organisera la première édition d'Africa Day. Près de 800 jeunes se rassembleront pour échanger sur les voies africaines pour favoriser la transition énergétique. Le point d'orgue de cette journée sera un concert du talentueux artiste congolais Fally Ipupa, symbole de la culture congolaise sur la scène internationale. La rumba congolaise continue ainsi de rayonner, écrit le journal, témoignant de la richesse culturelle de notre pays sur la scène mondiale. Revenons au gouvernement souminois avec Info 27 qui souligne la publication de l'annuaire des agents publics, un pas en avant vers la maîtrise des ressources de l'État. Bien que cette publication concerne actuellement uniquement les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa, la première ministre a chargé le vice-premier ministre Liaou de poursuivre l'identification des fonctionnaires. Cela marque un tournant dans la lutte contre la fraude visant à éliminer les phénomènes des agents fictifs. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de modernisation de l'administration publique, promettant de transformer l'appareil administratif du pays. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Journée mondiale du tourisme placée sous les signes de la paix dans le monde. En RDC, un accent particulier est mis sur les vaillants militaires congolais, vainqueurs des grandes guerres historiques. Et pour l'international, la problématique de la durabilité dans la filière de bananes en Côte d'Ivoire représente un enjeu majeur, un secteur important qui fournit 3% du PIB. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir.